Bonsoir à toutes et à tous pour ce point hebdomadaire du 14 janvier 2022, un deuxième point hebdomadaire de l'année 2022 qui s'intitule Retour à la case départ. Alors on verra pourquoi. Alors je commence un petit peu par les disclaimers, hein. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le temps pour les lire ou faire une copie d'écran. Alors, je commence par l'actualité économique et sanitaire. Alors, sur le front sanitaire, a priori, hein, la crise du Covid semblerait être derrière nous. L'année 2022 pourrait, en tout cas selon de plus en plus de scientifiques, marquer la fin de cette pandémie avec finalement l'acquisition de l'immunité collective, hein, par la population mondiale, hein, soit via la vaccination, soit par le variant Omicron qui devrait toucher plus de la moitié des Européens d'ici 2 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer en gros, hein, en gros, l'humanité va acquérir l'immunité collective d'une manière ou d'une autre face au SARS-CoV-2 et ce virus pourrait devenir finalement endémique, c'est-à-dire que chaque année on aurait, en plus de l'épidémie de grippe saisonnière, de la gastroentérite, la rhinopharyngite, et puis on aurait le Covid, Covid type Omicron qui se mélangerait avec les autres coronavirus. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, hein. On pourrait très très bien, au moment où je vous parle, vivre le dernier, alors on n'est pas en confinement, hein, mais les dernières grosses restrictions sanitaires et la dernière grosse période, on va dire, de télétravail imposé, puisqu'a priori, il y a fort à parier que l'automne prochain, l'hiver 2022-2023, il n'y ait plus, disons, toutes ces contraintes sanitaires. Alors, sur le front économique, l'inflation continue de se tendre. On a eu des chiffres d'inflation encore assez élevés, hein, aux États-Unis, mais peut-être légèrement inférieurs aux attentes. Donc ça, c'est ce qui a peut-être un petit peu limité la casse sur les bourses mondiales cette semaine. Donc l'actualité de la semaine, hein, a été marquée par les propos de plusieurs membres de la Réserve fédérale, donc selon lesquels la première hausse des taux pourrait intervenir dès le mois de mars, donc d'ici 2 mois. Donc a priori, hein, les analystes attribuent la probabilité de 93% d'un tel scénario. Donc première hausse des taux directeur de la Fed dès la fin de ce premier trimestre 2022. Donc la gouverneure, hein, Lae Brainard, qui a été entendue par la commission bancaire du Sénat dans le cadre de son audition pour devenir vice-présidente de la Fed, a indiqué qu'elle serait ouverte à une hausse des taux en mars, en déclarant que la Fed serait en mesure de procéder à une hausse dès que les achats d'actifs seront terminés. Donc là, depuis le mois de novembre, hein, je rappelle, la Réserve fédérale a ralenti le rythme de rachat des actifs et d'ici 2-3 mois, voilà, le bilan de la Réserve fédérale arrêtera d'augmenter et c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir une première hausse des taux. Donc toujours, hein, le président de la Fed de Philadelphie prévoit pour sa part 3 hausses des taux et pourrait même être convaincu qu'une quatrième hausse des taux pourrait être décidée si jamais l'inflation n'était pas maîtrisée. Donc là, on a un changement de ton de la Réserve fédérale, hein, qui semble être plus dur. Néanmoins, bon, bah, voilà, on verra tout à l'heure qu'on a ce discours en apparence un peu dur, un peu faucon, et pourtant le dollar s'est affaibli, hein, cette semaine, il s'est affaibli avec des métaux précieux et des matières premières qui ont corollairement augmenté. Donc ça, moi je vous donnerai un petit peu mon interprétation parce que finalement il y a une différence entre ce discours assez dur de la Fed et comment le dollar a réagi. Alors sinon, on a eu les données économiques, hein, du jour et de la semaine qui ont déçu aux États-Unis. On a eu les ventes au détail qui ont reculé de 1,9% en décembre 2021, alors que le consensus tablait sur une stabilité. On a par ailleurs l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui est ressorti à 68,8 en janvier 2021,
selon une première estimation, alors que Consensus Reuters tablait lui sur 70. Donc voilà, on a un petit peu voilà, des nouvelles un peu mitigées, hein, une inflation qui semble persister et disons, des indicateurs de croissance économique qui tendent voilà, à s'affaiblir légèrement. Donc ça, évidemment, ça peut laisser penser qu'on puisse avoir un scénario de stagflation. Alors, je vais vous dire un petit peu les indicateurs, donc ça c'est un petit peu sur la macro, hein. Ce qui est ressorti, hein, de la manière dont ont réagi les marchés a été voilà, assez surprenante. Moi je vais vous donner un peu mon interprétation. Alors c'est très marrant parce qu'on a eu des discours assez durs, hein, finalement, de la Réserve fédérale, et pourtant cette semaine, hein, vous voyez, les taux donc, qui ont augmenté, hein, la semaine dernière, et là ils ont rebaissé cette semaine. Alors plusieurs explications. La première, c'est que bon bah vous vous doutez bien, les marchés actions, on va en parler tout à l'heure, ont un peu été secoués, hein, cette semaine. Et donc en général, quand les marchés actions, les actifs risqués secouent, souvent il y a ce qu'on appelle un mouvement de flight to quality, c'est-à-dire que les investisseurs vendent les actifs risqués, hein, comme les actions, pour acheter des actifs obligataires, donc ce qui fait monter les prix des obligations et donc en corollaire baisser le niveau des taux d'intérêt, hein. Je rappelle, le niveau des taux d'intérêt évolue en sens inverse des prix des obligations. Donc plus les gens se ruent sur les obligations parce qu'ils ont vendu des actions, et plus cela fait baisser les taux d'intérêt. Donc ça, c'est la première explication, donc une explication de marché pour expliquer pourquoi les taux ont baissé. La deuxième explication, alors ça c'est une analyse personnelle, hein, c'est une analyse vraiment personnelle. Moi je pense, et c'est ce que peut-être pensent les marchés, que les banques centrales n'oseront pas aller jusqu'au bout de leur logique de monter fortement. Alors il y aura des hausses des taux, hein, au minimum une hausse des taux en mars, ça à mon avis on n'y échappera pas, mais les marchés commencent à anticiper que les banques centrales n'oseront pas faire des hausses des taux à répétition, hein, c'est-à-dire monter les taux à 2-3% pour les États-Unis, par peur de casser la croissance. Et donc du coup, bah, les marchés pourraient commencer à anticiper que finalement la Fed, bah, elle n'ira pas peut-être plus haut que 3 hausses des taux, 4 hausses des taux pour arriver péniblement à 1%, les taux directeurs, et que ça n'ira pas plus loin. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi on a eu un fort mouvement de détente des taux en cette fin de semaine. Et on verra, hein, corollairement, il y a eu aussi des actifs qui ont évolué de manière assez surprenante, si on devait envisager vraiment une réelle remontée des taux forte et surtout durable. Alors au niveau des actions, alors oui, je fais une petite parenthèse, le format des graphiques change pour la simple et bonne raison que je change de broker, hein. Ça y est, bah, je quitte mon broker historique. Bon, je peux vous citer le nom, hein, c'est FXCM, hein, c'était mon broker historique, hein. J'étais chez eux, client chez eux depuis 2004, donc depuis 17 ans. Et puis bah voilà, hein, vous savez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc j'ai choisi de ce nouveau broker. Alors pour plusieurs raisons, hein, la principale, enfin il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il propose une très large gamme de produits, hein. Donc on a les actions, les obligations. Alors il y a beaucoup d'obligations que l'on peut traiter. Les matières premières, les métaux précieux, beaucoup de crypto. Donc il y a des ETF également, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce broker. Mais on a également la possibilité d'acheter des options, c'est-à-dire d'acheter des produits à barrière et des calls et des puts. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui parce que les marchés sont assez hauts. Et si je veux me couvrir, notamment via l'achat de put spread, par exemple, bah, ce broker propose des choses assez novatrices et intéressantes. Je vous en parlerai plus parce que bon là je vais ouvrir un compte chez eux, je vais mettre de l'argent, je vous en parlerai plus, notamment en fonction de mon track record chez ce nouveau broker. Ça c'est la première raison. La deuxième raison,
c'est que si jamais moi j'ai un bon track record avec eux, eh ben, je pourrais éventuellement ouvrir un partenariat avec eux et vous coopter celles et ceux que ça intéresse pour développer, enfin je développerai des outils comme j'ai fait avec mon ancien broker et puis je pourrais les partager avec celles et ceux qui le souhaitent pour ouvrir un compte chez ce broker. Donc pour le moment, j'en dis pas plus, je vous dis même pas le nom de ce broker parce que voilà, en bon investisseur que je suis, je vais d'abord tester avec mes fonds personnels, on va dire. Et si voilà, si j'ai de bonnes performances, si voilà, si les frais ne sont pas trop élevés par rapport aux perspectives enfin, aux possibilités de trading que ce broker offre, je vous ferai une vidéo consacrée à ce sujet. Donc voilà, fin de la parenthèse. Voilà pour expliquer pourquoi les graphiques changent par rapport aux anciens formats. Donc là, on voit le CAC 40. Donc là, j'ai mis deux graphiques, et ça sera pareil pour les autres indices. Donc il y a un graphique en pas horaire, donc le graphique de gauche en pas horaire sur un mois. Et le graphique à droite, c'est le pas journalier sur un an. Donc ça vous permet en fait d'avoir une vision, on va dire, une vision vraiment court terme sur un mois et une vision moyen terme, c'est sur ce qui s'est passé la dernière année. Alors on voit clairement que le CAC 40, voilà, il bute sur les 7250. Donc on a le pic atteint vraiment dans les 3 premiers jours de cette année 2022 à 7380. Puis on a eu l'amorce alors en pas horaire, d'une tendance baissière sur 2 semaines, avec néanmoins le CAC 40 qui a réussi à tenir le cours de clôture de l'année 2021. Donc pour le moment, le CAC 40 reste légèrement dans le vert sur l'année 2022. Donc l'indice parisien tient très bien la cote, notamment grâce aux valeurs bancaires qui semblent profiter de perspectives de hausse des taux. Alors on a quand même eu une grosse déception parmi les actions françaises, c'est EDF qui s'est littéralement effondré aujourd'hui, il s'est effondré de 20%, EDF a perdu 20% sur une journée. Pourquoi? Parce que le gouvernement a obligé, clairement, EDF, donc l'opérateur public, le premier fournisseur français d'électricité, à vendre l'électricité aux contribuables avec un prix gelé, donc avec un prix qui a été gelé par l'État. Donc évidemment, ça oblige EDF à vendre son électricité à perte parce que évidemment les coûts de l'électricité flambent, mais EDF est obligé finalement de vendre l'électricité moins cher que le prix auquel il achète. Donc ça évidemment, c'est pas forcément très bon pour les futurs bénéfices et le cours de l'action a évidemment fortement pâti, moins 20% sur une journée. Donc forcément ça pèse sur les indices français. On a également le luxe qui souffre un petit peu des perspectives de remontée des taux. Le luxe, on a Kering, on a Hermès, on a LVMH qui ont connu une semaine un petit peu difficile et LVMH qui a cassé le seuil des 700 dollars, des 700 euros pardon, l'action pour LVMH. On a vraiment voilà, on a un indice français qui a un petit peu souffert, mais paradoxalement moins que les autres indices, et on reste quand même dans le vert depuis le début de l'année. Et quand on regarde sur du plus long terme, sur un an glissant, on voit que le CAC 40, on est pour le moment très loin de la correction, voire même d'un retournement à la baisse. On est encore au-dessus de 7000 points. Et pour le moment, regardez, voilà la petite baisse qu'on a depuis une semaine et demie. On voit que voilà, c'est vraiment une reprise de souffle pour le moment sur l'indice CAC 40. Alors néanmoins, voilà, attention, comme je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, la hausse qui a précipité le CAC 40 vers quasiment 7400 points ressemblait un petit peu à voilà, un espèce de bouquet final, c'est-à-dire une hausse très forte,
100 points gagnés chaque jour, hein, pendant 3 jours, hein, plus 100 points, plus 100 points, plus 100 points, suivi d'une forte baisse. Ça ressemble, d'un point de vue technique, ça pourrait ressembler à une hausse de type bouquet final avant la rechute. Alors évidemment, il faut être très très prudent. Voilà, moi je reste prudent. L'analyse technique, elle a quand même ses limites. Néanmoins, on a l'apparition quand même d'une divergence baissière. On a été en surrachat sur le CAC 40, hein, en pas horaire, hein, vous voyez la zone rouge ici, en pas horaire et même légèrement en pas journalier. Donc on a eu vraiment une hausse de type bouquet final avec une baisse, avec l'apparition d'une divergence baissière. Donc là, voilà, attention à ce qu'on ne risque pas d'assister à une accélération de la baisse si jamais on devait enfoncer les seuils des 7100 puis des 7000 points à la baisse. Mais ça, évidemment, il n'y a pas que l'analyse technique, il y a également l'analyse fondamentale, l'analyse économique qui pourra nous indiquer comment le CAC 40 pourrait évoluer. À surveiller notamment le secteur de l'énergie, EDF, et aussi le secteur du luxe, comment il pourrait réagir face à des perspectives de remontée des taux. Alors on va passer maintenant au Dow Jones, qui a une situation quand même qui est plus fragile que le CAC 40. Hein. Donc là on est en pas horaire, hein. On voit, hein, si on revient par rapport au CAC 40, hein, le CAC 40 tient encore ses niveaux de la fin de l'année 2021, il tient la route, alors que sur le Dow Jones on voit que la situation elle est plus fragile, hein. On est pour le moment en baisse, hein, de plus de 1% depuis le début de l'année, hein. Le Dow Jones une situation voilà plus fragile. On est revenu quasiment au niveau de fin novembre, à 35 841 points pour le Dow Jones, hein. Donc on a une configuration plus fragile, alors que sur le CAC 40 on est encore, hein, vraiment on est encore au plus haut de l'année 2021, ce qui n'est pas le cas du Dow Jones américain, qui lui évidemment est dans une situation, vous voyez ici, hein, plus fragile. Alors ça s'explique pas forcément d'un point de vue technique, mais ça s'explique aussi d'un point de vue fondamental, parce que la Réserve fédérale est en avance sur le cycle économique, hein. Elle va clairement remonter ses taux en mars, avec peut-être 2 voire 3 hausses des taux qui vont suivre. Alors que pour le moment, la Banque centrale européenne n'a pas du tout, voilà, n'a pas indiqué un calendrier, ne serait-ce qu'un début de calendrier de hausse des taux. Je reviens d'ailleurs sur le CAC 40, hein, ici. Alors, je vous ai dit, hein, que le luxe souffre. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles le luxe souffre, c'est parce que le dollar s'affaiblit. Le dollar s'est affaibli cette semaine, hein. Ça peut paraître paradoxal alors que la Fed durcit le ton, mais le dollar s'est affaibli, et il ne faut pas oublier que les valeurs du luxe, hein, LVMH, Kering, vendent beaucoup à l'étranger, hein. Ils vendent en Chine, ils vendent aux États-Unis, hein. Ce sont des marques mondialement connues. Et évidemment, si le dollar baisse fortement par rapport à l'euro, et on a vu une forte baisse cette semaine par rapport à l'euro, bah forcément cela renchérit les coûts à l'exportation des géants du luxe, et donc du coup ça peut affaiblir, ça peut réduire leur volume de vente à l'international et donc les pénaliser. Donc ça aussi, ça explique pourquoi aussi le CAC 40 a un petit peu souffert et les valeurs du luxe ont souffert cette semaine. Donc je termine un petit peu, hein, cette digression sur le CAC 40. Le Dow Jones, donc, est dans une situation voilà, plus fragile, et on le voit aussi en journalier, hein, voilà, la hausse voilà, elle s'essouffle, hein. On a des mouvements de hausse qui sont de plus en plus fragiles, hein, des poussées à la hausse de plus en plus fragiles. Alors la tendance, elle est toujours haussière, hein, sur un an glissant, mais la hausse est de plus en plus fragile, en cause évidemment le discours de la Réserve fédérale. Alors la bourse chinoise, alors pour le coup la bourse chinoise, elle, c'est là on est clairement baissier, hein, en pas horaire. Là on est vraiment dans une configuration baissière, hein. Le seuil des 15 000 points sur la bourse chinoise va être testé, et voilà, si le seuil des 15 000 points est cassé, voilà, on risque de retrouver les plus bas
sur les 18 derniers mois. Donc là, on voit le graphique de droite de la bourse chinoise. On a quand même voilà, une situation qui est chaotique et qui pourrait même devenir, on va dire, voilà, la baisse pourrait reprendre si jamais la zone des 14 500, 15 000 points venait à être cassée. Donc là, on voit sur un an glissant, on est quasiment à 25% de baisse des indices chinois. Alors ça, mon interprétation, c'est que on a là une politique du gouvernement chinois qui consiste à avoir un yuan fort. Là, vous avez, je vous ai mis ces graphiques, alors qu'ils n'étaient pas dans les dernières analyses, mais je les ai rajoutés. On a un yuan chinois, vous voyez, qui s'apprécie quand le dollar yuan, donc c'est la paire dollar yuan baisse, cela veut dire que il faut de moins en moins de yuan pour acheter un dollar, donc ça veut dire que le yuan se renforce. Là, on voit que le yuan se renforce en pas horaire, mais également en pas journalier. Il y a un an, on était à 6,80 yuan, il fallait 6,80 yuan pour acheter un dollar. Aujourd'hui, on est à 6,35. Donc on a eu un yuan qui a quasiment progressé de 7% sur une année. Et ça, évidemment, une hausse de 7% du yuan, bah forcément, pour la bourse chinoise, c'est compliqué parce que bah, les Chinois, ils ont besoin d'exporter leurs produits. Hein. C'est un gros exportateur, on achète chinois. Mais plus le yuan se renforce face au dollar et face à l'euro, et plus cela renchérit, cela rend plus cher les exportations chinoises. Hein. C'est un peu comme si on mettait des droits de douane sur les produits chinois, et donc cela affaiblit aussi la bourse chinoise un peu plus fortement que les autres bourses. Voilà. Alors cela ne veut pas forcément dire que pour des investisseurs étrangers, pour nous qui investissons sur la bourse chinoise, ça soit forcément négatif, parce que si on achète des actions chinoises libellées en yuan, on va certes perdre de l'argent quand la bourse chinoise baisse, mais si le yuan se renforce par rapport à l'euro, bah en fait, les actions chinoises converties en euros, bah en fait, ça nous, enfin, quelque part, on y gagne. Ce qu'on perd d'un côté, on le regagne de l'autre. Moi, par exemple, bah voilà, j'ai investi via une assurance vie, voilà, via mon assurance vie à architecture ouverte dans des fonds indexés sur la bourse chinoise. Et alors que la bourse chinoise, voilà, elle perd 20%, 20-25% sur un an, bah moi, mes fonds chinois libellés en yuan, bah je suis loin de perdre 20-25% de ma valeur. Alors je perds un peu, hein, je perds quelques pourcents, mais mes pertes, elles sont loin d'atteindre 20-25%. Ça, c'est lié au fait que ce que je perds d'un côté sur la bourse chinoise, bah, je le regagne d'un autre grâce à l'appréciation du yuan chinois qui, rappelons-le, le yuan est promis à une appréciation de long terme par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Je rappelle, hein, aujourd'hui, le dollar cote, il faut 6,35 yuan pour acheter un dollar. Le cours moyen, la parité d'équilibre entre le dollar et le yuan, elle est de 3,5 yuan pour un dollar. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, 3,5 yuan pour un dollar, ça c'est la parité d'équilibre entre le dollar et le yuan. Donc ça vous montre que le yuan chinois a encore un très très fort potentiel d'appréciation. Il peut en théorie, il peut encore doubler. Sa valeur peut encore être faire x2 par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Parce qu'évidemment, il y a du potentiel, il y a quand même un écart, un différentiel de croissance et de productivité entre la zone Chine et les zones Europe et États-Unis. Et rappelons-le enfin que en Occident, on a réglé le problème du Covid en grande partie par de la planche à billets, alors que les Chinois ont beaucoup moins utilisé la planche à billets pour régler le problème du Covid. Donc voilà pour cette parenthèse sur les bourses européennes, américaines et chinoises. Donc voilà, donc une bourse qui tient bien le coup pour le CAC 40, malgré une faiblesse à cause du luxe. Une bourse qui s'effrite côté États-Unis
et carrément au niveau Chine, là on a un risque vraiment de revoir la tendance baissière se prolonger dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors on a maintenant fini avec les bourses. Maintenant on va passer aux métaux précieux, notamment l'or. Alors ça c'est un petit peu la surprise, hein. L'or a bien tenu, hein. On a repassé les 1800 $ l'once, hein, cette semaine. Alors ça peut paraître paradoxal, peut paraître paradoxal parce que la Fed a lancé quand même un discours assez faucon, assez hawkish, hein, de remontée des taux, et pourtant l'or a rebondi, l'or rebondit en parallèle que le dollar s'est affaibli cette semaine. Alors je vous ai pas mis le graphique euro-dollar pour ne pas alourdir cette présentation, mais le dollar est passé de 1,12 à un peu plus de 1,14 en quelques jours, hein. On a eu une forte baisse du dollar, et évidemment en corollaire une remontée des métaux précieux et notamment de l'or. Alors mon interprétation, mais voilà, ça ne vaut que mon interprétation, les marchés ne pensent pas, au fond, que la Fed ira jusqu'au bout de sa politique contre l'inflation, de remonte. Quand je dis de remonter les taux, c'est remonter les taux à 2, 3, 4%. Voilà, les marchés ne pensent pas qu'il y aura un enchaînement, une spirale haussière de remontée des taux de la Fed, comme ce qui s'est passé en 81, lorsque Paul Volcker a monté les taux à quasiment 20% pour tuer l'inflation. Là, les marchés ne pensent pas qu'on ira bien au-delà de 1%. Rappelons que l'inflation aujourd'hui aux États-Unis, elle est quasiment à 7%. Alors certes, on a des effets de base. Diego, hein, que j'ai interviewé, l'économiste Diego que j'ai interviewé avant les fêtes, hein, de Noël et Nouvel An, ne croit pas du tout à l'inflation. Moi aussi, hein, je pense que là, on a un pic d'inflation, que l'inflation devrait refluer à cause des effets de base. Néanmoins, personne ne pense que l'inflation aux États-Unis pourrait s'installer en dessous de 3%. Là, l'inflation, elle semble être partie pour réellement s'installer au-dessus des 2-3%. Donc une inflation supérieure à 2-3%, des taux de la Fed qui remontent, certes qui ont remonté, hein, on est à 0, qui vont peut-être remonter à 1, 1,25, mais voilà, des taux qui plafonneront à 1, 1,25, une inflation qui certes rebaissera, on ne va pas rester à 7, certes, mais qui peut-être rebaissera dans le pire des cas à 2-3%, cela signifie que les taux réels resteront négatifs pendant un long moment. Donc des taux réels négatifs, cela veut dire que l'épargne s'érode. C'est-à-dire que si vous placez votre argent en banque, votre argent sur le livret A, votre argent sur des obligations de 10 ans, votre argent sur des fonds euros, ben ça veut dire que votre argent, vous allez quand même perdre de l'argent à cause de l'inflation. Et ça, évidemment, lorsque vous êtes en taux réel négatif avec des obligations qui ont des rendements inférieurs à l'inflation, ben cela signifie que l'or, finalement, avoir des onces d'or vous protège mieux aujourd'hui contre l'inflation que acheter des obligations dont les taux ont peu de chances de remonter au-dessus des niveaux d'inflation. Donc on est en taux réel négatif et il y a de grandes chances qu'on reste en taux réel négatif longtemps. Donc cette perspective de taux réel négatif durant une période prolongée, couplée à une baisse, hein, on a eu une baisse du dollar cette semaine, bah, ça a donné des couleurs à l'or. Et c'est pour cela voilà, que voilà, voilà, l'or a bien tenu le coup cette semaine. Néanmoins, voilà, on reste quand même, hein, sous pression. On reste quand même sous pression. Voilà, on est encore voilà, à 1815 $ l'once. C'est pas encore la panacée. On est encore en dessous, hein, des derniers triangles, hein. On voit, hein, chaque pointe haussière, hein, depuis 18 mois, chaque poussée haussière de l'or est de plus en plus basse, hein. On a eu un premier sommet à presque 2100 il y a un an et demi. Puis le deuxième sommet à 1950, 1960, puis 1900, 1875, 1860. Vous voyez, on a des pics de plus en plus bas. Donc on est encore dans une tendance de consolidation de très long terme sur l'or. Néanmoins,
Voilà, si on a une perspective patrimoniale de long terme, on a des taux réels négatifs qui sont partis pour être négatifs pour un bon bout de temps. Euh, Avoir un petit peu d'or dans son portefeuille à titre patrimonial, alors soit sous forme de pièces d'or qu'on achète chez un revendeur d'or, soit via des ETF ou des CFD, hein, des contrats sur l'or qu'on peut acheter via des plateformes de trading, soit via des minières aurifères ou argentifères via des assurances vie. Ça peut être intéressant sur du long terme. Alors, sur l'argent, la situation, elle est plus fragile que l'or, hein. Voilà, le support des 22 dollars l'once tient. Il a encore tenu cette semaine. Il a été testé, il a tenu cette semaine. Mais la situation, voilà, reste fragile, hein. Si jamais les 22 dollars l'once, 22 dollars, 21 dollars 50 sont enfoncés, on risque très vite d'avoir une chute de 10% rapidement de l'argent vers les 20 dollars, voire vers les 19 dollars l'once. Donc à surveiller ce seuil des 22 dollars. Alors on finit sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, hein, les 40 000 dollars le Bitcoin ont bien tenu cette semaine. On a eu un rebond, hein, sur la zone des 40 000 dollars le Bitcoin. Donc on a bien tenu. Donc ça c'est en pas horaire, hein, on tient le coup. Néanmoins, on voit en pas journalier, on est sur une tendance baissière, hein, sur voilà, depuis sur un mois et demi, on est, enfin ouais, un mois et demi, on est maintenant sur une tendance baissière sur le Bitcoin. On n'a pas réussi à franchir, hein, cette zone, hein, des 65-70 000 dollars le Bitcoin. Et là, on est en phase, on est en tendance de baisse sur les derniers mois. On n'est pas en tendance baissière sur les dernières années, bien évidemment, mais sur les derniers mois, on tend à consolider. Alors néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant à noter sur le Bitcoin, c'est la baisse de la volatilité. La volatilité sur le Bitcoin tend à baisser, et ça c'est intéressant parce qu'une des conditions pour que le Bitcoin devienne une valeur, on va dire une valeur que l'on peut intégrer dans des fonds, dans des ETF, que l'on peut acheter via des assurances vie par exemple, bah, ça serait quand même que la volatilité de cet actif finisse par baisser, et elle tend aussi à baisser, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc voilà, voilà. Alors pour résumer, voilà, pour résumer, euh, bon, on a une situation euh, des marchés qui est, voilà, voilà, qui est quand même incertaine. On a un CAC 40, voilà, qui est revenu au niveau du 31 décembre 2021, mais qui reste, même si c'est symbolique, qui reste encore positif sur l'année 2021. C'est le seul indice qui tient aussi bien la route dans la poursuite, hein, de 2021. 2021, je rappelle, le CAC a été un des meilleurs indices du monde, hein, de la planète, qui a le mieux performé. Et pour le moment, relativement aux autres indices, en 2022, c'est encore l'indice qui performe le plus. Alors le Dow Jones, lui, pour le coup, il reste dans le rouge sur 2022, donc il est plus fragile. Alors j'ai pas parlé d'un autre indice très important qui est le Nasdaq, alors qui lui, pour le coup, j'ai pas mis le graphique, je vais peut-être le rajouter pour les prochaines fois. Le Nasdaq qui réellement menace d'enfoncer un gros support, hein, le support des 14 000 points, et qui est dans une situation de grande fragilité parce que euh, les, euh, les actions des nouvelles technologies donnent peu de dividendes, elles sont connues pour donner peu de dividendes. Donc ça c'est bien quand on a des taux nominaux nuls, mais si quand les taux ont remonté, bah là, voilà, les investisseurs pourraient se dire, est-ce que ça vaut le coup d'être surpondéré en high-tech alors qu'on pourrait peut-être acheter des obligations 10 ans américaines qui sont beaucoup moins risquées et qui vont délivrer un rendement plus élevé à cause de la hausse des taux que les dividendes versés par les entreprises du Nasdaq. Donc là, on pourrait avoir une forte baisse du Nasdaq dans les prochaines semaines, prochains mois. Les cryptos sont toujours menacés d'enfoncer des seuils importants. Le seuil des 40 000 dollars pour le Bitcoin n'est pas encore sauvé, hein. Voilà, il tient, mais on est encore assez proche de ce seuil.
ça peut aller très très vite. Les métaux précieux ont bien rebondi cette semaine, notamment avec ces taux réels qui restent négatifs et le dollar qui s'affaiblit. Mais voilà, on reste encore sous pression, notamment sur l'argent qui est encore très proche de la zone des 22 dollars. Le marché obligataire, même si ça a bien rebondi cette semaine, il reste aussi sous pression. Là encore, hein, si les taux de la Fed remontent durant les prochains mois, bah, les taux obligataires montent et le prix des obligations pourrait baisser. Voilà, voilà. Donc, bah, je termine cette semaine. Voilà, donc il faudra surveiller. Donc là, c'est pas, voilà, excusez-moi, c'est pas à jour pour les prochains chiffres. Donc, il va falloir surveiller. Alors non pas les statistiques d'inflation, mais les indicateurs, les publications des entreprises hein, qui vont commencer à tomber. Alors, il y a eu déjà des publications de banques hein, qui sont tombées en cette fin de semaine, un JP Morgan qui est un petit peu déçu, mais on va voir beaucoup d'entreprises qui vont commencer à publier leurs résultats du quatrième trimestre 2021 et ça pourrait aussi marquer la tendance pour les prochaines semaines. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne un très bon week-end, une bonne fin de journée, un très bon week-end, et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché hebdomadaire. Voilà, bah écoutez, passez un bon week-end, un très bon début d'année 2022. Prenez soin de vous. Voilà, surtout si vous avez chopé le Covid. Voilà, prenez bien soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous dans une semaine. À bientôt!